Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur la Caverne du Ciné, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel entretien et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Alex alias La Fuite en vidéo, un youtubeur assez différent dans le fameux YouTube Ciné Game. Je l'apprécie énormément pour son franc-parler et sa liberté de ton, lui qui parle vraiment de tout sur sa chaîne, un vrai passionné de musique, de cinéma et d'art en général que je vous laisse découvrir. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou ailleurs et prêts à faire plus ample connaissance avec lui. Allez go, c'est parti. Alors, je suis un passionné de tout ce qui peut sembler futile à beaucoup de monde, donc l'art en règle générale, le cinéma, la musique, mais également la photo, la littérature, de manière un peu plus légère encore, les produits dérivés, les jouets, toutes ces choses-là, la technologie des années 80. Je vis à travers vraiment les arts en fait, hein. Et ça a commencé très tôt. À l'adolescence, je me suis mis à écrire, en même temps que je me mettais à lire d'ailleurs. J'ai fini par être publié, voilà, c'est assez jeune. Et puis ensuite, je me suis mis à la musique vers les années 2000, en 2000 même, il me semble. Voilà, avec un projet qui s'appelle Alex Syndrome. Et aujourd'hui, j'ai, je sais plus combien d'albums derrière moi, 9 ou 10, quelque chose comme ça. Et donc voilà, et depuis 3 ans je suis le coupable d'une chaîne YouTube principalement dédiée au ciné, mais où je traite également pas mal de musique, voilà. Alors il me semble que c'est Bernard et Bianca, donc ça remonte très loin et j'étais très petit, que je suis allé voir, voilà, sans doute avec ma mère, et qui m'avait beaucoup impressionné. Je me souviens que la méchante, là j'ai oublié son nom, qui a les 2 crocodiles, enfin j'étais horrifié. Et voilà, expérience assez forte. Après, les premiers films que j'ai voulu aller voir enfant, tout petit enfant quand même encore, et que j'ai pu aller voir au cinéma, c'est le premier Superman avec Christopher Reeves et le premier Guerre des Étoiles. Là, c'est des souvenirs extrêmement marquants d'expérience de cinéma en tant que vraiment très jeune enfant. Et des souvenirs évidemment absolument magnifiques. Alors, un savant mélange d'inconscience et de je m'en foutisme. Il faut savoir que j'ai vraiment fait mes premières vidéos en pensant que elles seraient vues par une trentaine d'égarés plus une dizaine de potes, et que ça en resterait là. Et on m'avait tellement prévenu que en fait c'est drôle parce qu'il y avait une partie de proches qui me disaient tu devrais vraiment faire une chaîne YouTube, ce serait génial, voilà. Et quand j'ai décidé de tenter l'aventure, je crois au tout début du Covid, ou ouais, il me semble, hein, y en a plein qui m'ont dit mais non, mais tu ne vas jamais réussir à faire des vidéos, enfin toi qui déteste communiquer avec les gens, enfin qui est super réservé, etc. Ça va te trigger de ouf, et dans 2 mois tu fermes ta chaîne, c'est évident. Et je pensais que, ma foi, potentiellement c'est ceux-là qui avaient raison, parce qu'effectivement c'était pas tout à fait ma façon de faire jusqu'alors, mais je pensais vraiment que ça n'aurait aucun écho, et que donc en fait si je faisais un contenu tout moisi pendant 1 mois et qu'après je fermais la chaîne, de toute façon ça n'aurait pas de conséquences puisque personne ne verrait les vidéos. Je précise que j'avais pris soin de ne pas mentionner la création de ma chaîne sur tous mes profils artistes musicaux, où là j'avais quand même du monde, et où surtout il y avait une image de moi qui était presque l'inverse de celle que je montre en vidéo, puisque je suis juste moi-même, quoi. Alors qu'à travers la musique, voilà, il y a c'est une création artistique, tout est une création artistique. Donc des photos de mon projet musical, c'est pas une photo de moi normale, c'est voilà, c'est tout le but de créer, quoi. Et finalement, c'est la sauce a pris, et puis mon humble niveau, et puis surtout le plaisir, quoi, le plaisir de faire ça, et celui que j'avais un peu sous-estimé, c'est le plaisir d'échanger avec les gens, en fait. Et un truc que je ne faisais pas par exemple à travers ma musique, puisque voilà, je suis pas quelqu'un qui dialogue énormément avec les gens qui écoutent ma musique. Je réponds, mais je suis pas, voilà, je suis assez réservé. C'est un truc de protection, alors que à travers la chaîne, pas du tout.
Non, pas du tout. Alors la fuite en vidéo, c'est une référence tout simplement à la fuite en avant, une formule qui a très longtemps assez bien résumé mon parcours de vie et que j'aime beaucoup. Donc voilà, une formule un peu la perdition et en même temps quelque chose pour moi qui a toujours été assez salvateur. Donc l'objectif de cette chaîne, c'était un petit peu comme pour toutes les formes de distraction ou d'art, et l'art c'est souvent une distraction, c'était une autre façon de fuir une forme de réalité très terre à terre et chiante. Et je me suis dit finalement ce serait ma fuite en vidéo, tout simplement, ma fuite du réel, ma fuite de... Alors c'est pas vraiment ça finalement, mais c'était assez juste quand même sur la démarche initiale. Donc c'est la fuite en avant mais en vidéo. Alors la vérité, je n'ai pas d'objectif quant à l'évolution de ma chaîne. Sinon celui de continuer à me faire plaisir et à faire plaisir à ceux qui sont abonnés et me suivent et me regardent. Sorti de ça, je peux pas vraiment dire que j'ai des ambitions particulières comme certains. Moi, c'est vraiment rester moi-même et rester libre aussi surtout. Ça me semble extrêmement important. Et après, j'ai conscience que cette liberté de ton aussi, d'ailleurs, mais surtout de sujet abordé, me prive d'une certaine évolution. En tout cas, c'est ce que je pense. Je me trompe peut-être, mais c'est ce qu'on m'a beaucoup dit. Si tu n'as pas une niche particulière dont tu ne sors pas, tu vas attirer beaucoup moins de monde que si ton contenu il est très clair et les gens savent en s'abonnant qu'ils n'auront jamais de surprise. Mais moi, c'est pas. Moi, j'aime bien avoir des surprises. Y compris chez les youtubeurs que je suis. Donc bon, c'est une façon de voir les choses. Les 6000 abonnés, ça représente un truc un peu fou parce que une fois de plus, on m'a toujours dit que dès lors que tu refuses de dire aux gens à chaque vidéo abonnez-vous, likez, partagez, commentez, tout ça, les gens ne le font pas et tu n'évolueras pas, machin. Donc comme moi je j'aime pas faire ça et du coup je le fais pas. Alors c'est sûr que peut-être ça fait une différence, mais je suis assez assez agréablement surpris de voir que pour moi en tout cas 6000 abonnés c'est déjà énorme, et surtout parce qu'à la limite j'ai vu trop de gens qui ont beaucoup d'abonnés, et quand je dis beaucoup, c'est parfois plus de 100 000, et qui étonnamment ont très peu de vues. Voilà, des vidéos avec 300 vues ou 400 vues, alors qu'ils ont 100 000 abonnés. Enfin, et je ne comprends pas. Je veux bien que le robot YouTube, il est un peu responsable de certains trucs, mais moi quand je suis abonné à une chaîne, je vois les vidéos qui sont postées de toute façon. Donc en fait, pourquoi les gens ne cliquent plus dessus? Enfin, je ne sais pas. Donc voilà, donc moi je reste très prudent sur ce que signifie le nombre d'abonnés. Ça signifie à la fois clairement quelque chose, mais pas, ça ne suffit pas du tout en tout cas. C'est ça que je veux dire en fait. Pour moi, ça ne suffit pas du tout. Et ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est que je trouve que j'ai un pourcentage de vues qui est assez élevé. Voilà, notamment sur les journaux de vlog. Et ça m'étonne beaucoup et ça fait toujours super plaisir. Après voilà, sincèrement, ça s'arrête là quoi. Je ne sais pas, je suis pas assez calé en fait en YouTube Universe pour pouvoir répondre à cette question, sachant que je suis abonné à très peu de youtubeurs, mais vraiment peut-être une trentaine, donc c'est rien du tout, et en plus les 3/4 c'est des youtubeurs ciné français, donc ça c'est encore plus restreint. Voilà. Le reste c'est des youtubeurs américains, et voilà, et qui ne sont pas forcément liés au cinéma d'ailleurs. Toujours est-il que moi quand j'entends parler des gros youtubeurs, ceux qui en vivent et qui en vivent extrêmement confortablement, évidemment ce sont pas des youtubeurs ciné du tout, et j'ai l'impression en effet que l'argent, les sommes qu'ils engrangent, qui sont assez considérables, c'est assez tabou. Puisque quand on voit des fois des clashs, etc., ils se dénoncent entre eux sur les sommes d'argent en fait qu'ils touchent, etc. Donc bon, moi je me sens très loin de tout ça évidemment, mais même je connais personne qui est suffisamment d'abonnés pour que l'argent soit un peu tabou, ou qu'on le harcèle sur l'argent, etc. Voilà, mais les youtubeurs qui ont plus d'1 million d'abonnés et qui font régulièrement plus de 500 000 vues, etc., oui, ils touchent vraiment de l'argent, ça c'est sûr. Mais bon, ils sont pas vraiment dans le YouTube ciné français, en tout cas, pas ma connaissance.
Donc voilà, mais oui, j'ai l'impression que c'est un peu tabou, mais c'est tabou, ça le serait c'est comme dans tout, c'est très français, hein, donc voilà. Donc je pense que par contre à l'étranger, ça doit l'être un peu moins, j'imagine. Alors ces vidéos, c'est la plus belle surprise de ma chaîne parce que et ça vient, en fait c'est très simple, hein. J'ai tenté ce truc-là parce que je suis pas très à l'aise avec les lives sur ma chaîne. J'adore aller chez les copains qui organisent des lives, machin, mais moi j'ai fait un live ou deux, je crois, mais je crois que j'en ai fait qu'un seul. Et voilà, je suis très stressé, les questions défilent trop vite. Je voudrais répondre à tout le monde, c'est pas possible. Enfin bref, donc je suis pas vraiment détendu. Alors quand je suis invité, je suis détendu parce que bon, mais chez moi, je suis pas détendu. Non, alors voilà, hein, tant pis pour moi. Mais je voulais pas que ce soit tant pis pour mes abonnés en fait. Et le live, c'est pour beaucoup de youtubeurs, c'est le moyen d'échanger, c'est l'endroit où voilà, dans le chat, on te pose une question, tu réponds, etc. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Donc je me suis dit, est-ce que ce serait pas intéressant d'essayer un truc, c'est de fusionner en fait le fait que je recevais beaucoup de questions dans les commentaires. J'avais toujours eu beaucoup de commentaires sous mes vidéos et je m'estime tellement chanceux, enfin je suis tellement heureux de ça. Et en même temps que parfois j'avais des sujets que j'avais envie d'aborder mais qui ne justifiaient pas forcément de remplir une vidéo autonome, quoi. Et c'était un peu compliqué. Je me suis dit, faire une sorte de journal de bord où à la fois je raconte un peu ce dont j'ai envie de parler récemment, ce que j'ai vu, ce que j'ai acheté, ce qui m'a intéressé ou ce qui m'a déçu, des choses comme ça, que ce soit d'ailleurs parfois lié à la musique ou au cinéma ou à autre chose, et en même temps je pourrais répondre aux questions que des gens ont envie de me poser sans aucune restriction, comme je disais tout à l'heure, c'est sans aucune niche, quoi. C'est pas du tout obligé d'être lié au cinéma, sachant que moi le cinéma c'est absolument pas mon unique passion dans la vie. Loin de là, donc voilà, donc je me suis dit c'est un peu nawak comme concept et que ça sonne un peu brouillon, enfin fouillis, que les gens ils se disent mais de quoi, du coup on sait pas de quoi il va parler en fait dans ces journaux de vlog, du coup on clique pas, quoi. Mais c'était pas grave, enfin une fois de plus moi j'ai toujours cette mentalité de me dire mais si je me gaufre en fait ça n'a aucune importance, enfin voilà, c'est pas grave, ben j'arrêterai, quoi, mais c'est pas grave. Et à ma grande surprise ça a bien marché dès le début. Puis ça a mieux marché que mes critiques de films. Et les gens en fait ont joué le jeu mais de ouf. Et c'est devenu un lieu, un rendez-vous en fait. C'est devenu un rendez-vous où c'est super cool. Et moi j'adore. C'est peut-être le truc qui me fait le plus plaisir sur ma chaîne actuellement. C'est ces journaux de vlog. Parce qu'en plus... moi j'ai pas de, enfin j'incite toujours les gens à me poser des questions vraiment qui leur passent par la tête, comme quand on est avec un pote, quoi. Donc il y a pas vraiment de limite. Après c'est très rare qu'il y ait une question où je me dise non, je n'ose pas y répondre. J'ai répondu à plein de trucs, y compris des vannes et des trucs comme ça. Donc c'est comme ça que c'est venu, en tout cas c'est venu comme ça pour un peu pallier en fait à l'absence de live, parce qu'il y a quand même beaucoup de youtubeurs ciné, en tout cas français, qui font des lives au moins une fois par semaine, si ce n'est deux. Et c'est le lieu où ils communiquent en fait avec leur commu, etc., etc. Donc comme moi je ne propose pas ça, je voulais proposer autre chose. Et il y avait aussi un autre truc, c'est que les lives, après il y a le replay, mais bon, c'est pas toujours, t'as pas toujours accès au chat, c'est pas toujours génial. Donc le journal de vlog, ça permet, il y a un peu de montage quand même, ça donne un truc un peu clean, et que les gens peuvent regarder même 6 mois plus tard s'ils veulent. Enfin voilà. Alors non, comme je disais tout à l'heure, non seulement je pensais pas être là 3 ans après, mais je pensais même pas être là 3 mois après. Mais sincèrement, hein, c'est vraiment vrai. Et autour de moi, tout le monde validait. Hein. Ils disaient non, effectivement, tu vas te lasser. Enfin, donc non, je pensais pas du tout. Là, j'ai reçu un petit mot très charmant de YouTube me félicitant pour les 100 000 heures de vues ou je sais plus quoi. Et alors d'un côté c'est rien, et d'un côté c'est énormissime pour moi. Et ça fait super plaisir. Mais non, je pensais pas du tout. Je pensais même que dans l'hypothèse où ça me ferait plaisir et tout, je m'en lasserais.
Et c'est ce que vraiment on me disait aussi, tu vas t'en lasser. Et je me disais ouais peut-être, mais bon je me disais bah, si je m'en lasse au bout de 6 mois c'est pas très grave, je ferme la chaîne. De toute façon c'est pas grave de toute façon. Mais que ça me procure toujours autant de plaisir, voire même beaucoup plus de plaisir en fait qu'à mes débuts, 3 ans plus tard, et puis que ça m'a fait rencontrer plein de gens super cool. Enfin ça aussi c'était pas vraiment prévu. Moi j'ai pas lancé de chaîne pour rencontrer des gens, évidemment. Enfin je dis évidemment pour ceux qui me connaissent et qui se disent que c'est évident. Mais j'ai rencontré plein de gens vraiment cool, et ça c'est magnifique. Oui, alors mon avis ne vaut rien et je le partage. C'était une façon de dégoupiller un peu les sensibilités, parce que sur YouTube les égos sont parfois très forts, et moi je n'ai pas de chaîne YouTube pour impressionner qui que ce soit. C'est vraiment pas l'objectif, et quand bien même ça le serait, je pense que ce serait perdu d'avance, parce que au jeu d'impressionner autrui par sa capacité d'analyse ou sa culture ou les deux, on y a toujours 1000 fois plus fort que soi, et bon en plus je trouve pas ça très beau humainement, enfin c'est très personnel hein, mais bon. Donc moi j'ai pas de franchement j'ai pas de conseils à donner à un jeune youtubeur, parce que mon parcours est vraiment très 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 atypique. Je peux pas conseiller à un jeune youtubeur de ne pas demander jamais en fait aux gens de s'abonner à sa chaîne, de jamais demander aux gens de liker ses vidéos, etc. Moi je préfère quand c'est spontané. Moi j'ai jamais eu besoin qu'on me dise de m'abonner à une chaîne pour le faire, si j'ai envie de m'abonner quoi. Moi les vidéos je les like, mais je les like pas. Je suis jamais devant une vidéo et où quand on me dit liker la vidéo, je me dis ah oui tout de suite. Enfin ça n'arrive jamais. Enfin genre, je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui sont tellement tête en l'air, je ne sais pas. Mais et si j'ai pas envie de liker une vidéo, c'est pas parce qu'on me demande de le faire que je vais le faire, évidemment. Donc mais je sais que ça se fait pas, c'est pas les règles pour réussir. Et moi en fait j'ai suivi aucune règle pour réussir. Les règles pour réussir c'est d'avoir un secteur dont on ne sort pas, voilà, ciné, musique, maquillage, cuisine, peu importe. Voilà, moi je suis un peu touche à tout. Je peux faire une vidéo de 3 heures sur Nine Inch Nails ou Michael Jackson, et puis après une vidéo sur Scarface. Voilà, faut suivre. Mais donc je pense que je suis assez mal placé pour donner des conseils. Je pense que des gens comme Merèche par exemple, ou même Fred des Toiles et des Poils, qui sont des gens qui veulent très rapidement obtenir un très grand nombre d'abonnés, parce que c'est leur activité principale, et il y a un travail très intense qui est fait, et qui est un travail sérieux, tout en étant avec un ton fun, mais on sent que l'implication est tout autre quoi. Là ouais, ces gens là ouais, ils ont, et il y a qu'à voir d'ailleurs en très peu de temps le nombre d'abonnés qu'ils ont obtenu, n'a absolument rien à voir avec moi, et eux je pense qu'ils sont sans doute de meilleurs conseils du coup. Et je pense que les conseils seraient de beaucoup de rigueur, etc. Moi mes conseils ce serait plus beaucoup d'humilité, des choses comme ça. Alors au début les lives ça me stressait énormément, et d'ailleurs j'en refusais beaucoup. Les gens qui m'invitaient peuvent en témoigner. Je précise que de la même façon que j'ai jamais demandé aux gens de s'abonner à ma chaîne, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de m'inviter à un live. Ça n'est jamais arrivé. Par contre ce qui m'a beaucoup surpris c'est que pas mal de youtubeurs m'ont rapidement proposé de passer, et je me sentais tellement honoré, enfin j'étais touché en fait tout simplement, que même quand au début il fallait que je me fasse un peu violence quoi, mais j'ai accepté, et puis du coup je me suis assez rapidement retrouvé sur les lives en plus de gros youtubeurs. Enfin moi quand j'avais 500 abonnés, je me souviens d'avoir été invité par Merège, par Dirty Tommy. Enfin, c'était complètement. Et d'ailleurs, il y a des gens qui comprenaient pas. Ils disaient mais c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fout là quoi? Et c'était des gens qui avaient eu un coup de cœur humain principalement. Je pense qu'ils se disaient aussi que je racontais pas de la merde. Mais je sais pas pourquoi il y a autant de gens. Il y en a eu vraiment beaucoup. Et en fait, c'est devenu le noyau dur de mes amis quoi. En fait, sur YouTube. Et c'est des gens vraiment que j'apprécie énormément, et qui n'ont, comment dire, qui se sont reconnus, enfin où on s'est repéré, je sais pas comment dire. Et enfin, et donc voilà. Et je l'explique pas vraiment, si ce n'est que j'ai reçu des invitations, des propositions quoi.
et que je trouvais ça super gratifiant, enfin super gentil déjà à la base, quoi. Alors, je peux pas parler pour tout le monde, bien sûr, mais pour moi, c'est absolument véridique. Et c'est même 90% de ce qui va me faire regarder les vidéos d'un youtubeur. C'est sa personnalité. Il y a des youtubeurs, par exemple, dont le contenu est remarquable et dont je me suis désabonné, hein. Voilà, je dis franchement, parce que j'ai pas d'empathie, il n'y a pas de... C'est froid, je sais pas, j'accroche pas en fait avec la personne. Mais c'est pas qu'elle dit des choses qui m'horripilent ou que machin. C'est juste que j'ai pas envie d'y aller en fait. J'ai pas envie d'y retourner. À l'inverse, il y a des youtubeurs où je suis souvent pas d'accord et où par contre j'adore. Enfin, j'ai un vrai coup de cœur pour les personnes qu'ils sont en fait. Et là par contre, je vais être très fidèle. C'est-à-dire que je vais regarder quasiment toutes les vidéos. Même quand c'est parfois des sujets qui ne m'intéressent pas. Alors le sujet ne m'intéresse pas, mais la personne m'intéresse. Donc en fait, si elle a quelque chose à dire sur ce sujet, que voilà, je veux bien lui donner sa chance. Donc je lance la vidéo et très souvent je la garde jusqu'au bout, alors que voilà, à la base c'était pas un truc qui me passionnait. Et ça, je trouve ça vraiment, pour moi c'est ça qui m'accroche le plus. C'est vraiment des personnalités. Et autant je suis très surpris parce que je ne vois rien d'extraordinaire évidemment chez moi, mais autant je comprends quand les gens m'ont dit assez vite tu pourrais parler d'un nouveau frigo, je viendrais t'écouter en fait parce que c'est cool, c'est agréable et c'est fun et tout. Ça me touche énormément parce que moi je comprends, parce que j'ai ce mécanisme là en fait d'adhésion ou pas du tout en fait, hein, mais avec les youtubeurs, et donc je comprends de quoi ils parlent parce que voilà, c'est un truc que je ressens moi-même, donc ça me fait super plaisir. Et des fois je fais des trucs et je me dis non mais là par contre je vais perdre tout le monde, et souvent non. Genre ma vidéo sur mon séjour aux États-Unis, je me suis dit mais qui va s'infliger de t'écouter comme ça pendant 2 plombes, voilà. Et c'est une des vidéos qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. Ça m'a énormément touché par exemple. Donc oui, je suis entièrement d'accord avec toi, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent différemment et qui disent c'est le contenu qui compte. Alors par contre oui, enfin il y a quand même des limites. Voilà, je pense que tu penses pareil, c'est que si c'est vraiment une personne extraordinaire, mais qu'elle raconte vraiment ou n'importe quoi ou des trucs qui n'ont aucun intérêt, oui, je pense que moi-même je vais lâcher l'affaire au bout d'un moment. J'en pense que ça reste quand même finalement assez gentillet. Bon, sur Twitter c'est des bains de boue quotidiens, mais c'est Twitter, donc voilà. Après il y a un côté sombre, on peut pas plaire à tout le monde, donc forcément il y a des gens que tu vas horripiler, et sur ces gens-là, les 3/4, ceux qui sont sains d'esprit, je veux dire, ont une vie à vivre, etc., vont juste se détourner en fait. C'est-à-dire que ce que moi je fais par exemple, hein, vont se dire non, lui je l'aime pas et il me... Voilà, je n'ai rien à foutre quoi. Donc en fait je ne vais pas le suivre déjà, ça c'est sûr, et surtout j'ai pas de temps à perdre en fait avec lui. Enfin genre la vie est trop courte quoi. Mais il y a un pourcentage, c'est très faible, mais il y a un pourcentage de personnes qui, attirés par en fait les énergies d'anxiété, c'est un truc qui est reconnu quoi, vont aller raviver la flamme en fait de ce qui les contrarie. Donc c'est un peu comme remettre ta main sur la plaque chauffante. Tout le monde, dès lors que tu t'es brûlé une fois, tu vas plus remettre ta main sur la plaque chauffante. Mais il y a des gens en fait, ils vont kiffer en fait. Donc ils vont passer leur temps à foutre la main sur la plaque chauffante, à dire ah ouais ça brûle. Et donc il y a des gens comme ça, et sur internet, bah forcément ce sont ceux qui agissent le plus, enfin le plus. C'est-à-dire qu'ils sont peu nombreux mais ils font beaucoup de bruit. J'en avais d'ailleurs parlé il y a pas longtemps avec Dirty Tommy, ce qu'on appelle les trolls ou les haters. Et voilà, bon, pour moi c'est impossible d'y échapper. Moi je pensais que je m'en prendrais plein la tronche dès 300 abonnés, et en fait
D'abord, je m'en prends pas plein la tronche. Alors aussi, je fais pas la morale non plus. Enfin, quand j'aime pas un truc ou que j'aime un truc, je précise toujours parce que c'est ce que je pense en fait, que ce n'est que mon avis, qui ne vaut rien. Et bon, du coup, ouais, c'est peut-être moins, ça appelle peut-être moins des réactions violentes que quelqu'un qui dirait mais vous êtes débile d'aimer ça. Voilà, moi, pour l'instant, je pas entre, j'ai un ou deux individus dont je sais enfin je leur pose problème, je sais pas comment dire en fait, hein, je leur pose problème et ils ont besoin de le dire, de le formuler et tout. Il y en a notamment un dont j'ai souvent des échos, on me dit ouais, il a encore parlé de toi, etc. sur les chats de live et tout. Mais bon, je pense, enfin, je peux pas m'empêcher en fait de me dire c'est que cette personne doit être pas bien, enfin je sais pas, enfin moi j'ai vraiment, je vois pas comment ça peut faire du bien en fait de se dire ah j'aime pas ça. C'est comme un mec qui aimerait pas un plat et il va se le servir tous les soirs au dîner en disant c'est vraiment dégueulasse. Moi, si j'aime pas un youtubeur, si quelqu'un humainement me pose problème, je m'en détourne. J'ai pas besoin de le lui dire déjà. J'ai pas besoin d'interpeller les gens. Je m'en fiche complet quoi. Et je vais aller ailleurs vers des gens qui me plaisent quoi. C'est peut-être une question d'âge. Je pense qu'il y a un âge où t'as pas de temps à perdre avec les cons, ou avec les gens qui te plaisent pas, enfin les trucs qui te plaisent pas et qui te provoquent des réactions épidermiques. Voilà quoi, t'as vraiment autre chose à faire de ta vie, en fait, tout simplement quoi. Enfin moi en tout cas. Par contre, il y a des histoires beaucoup plus graves, mais là je pense, on n'est pas dans les dramas du YouTube ciné, etc. On est dans des histoires de manipulation, d'extorsion de fonds. Enfin, moi je vois passer comme des dramas liés au YouTube et c'est des vrais dramas. Je parle même pas des nudes exigés auprès de personnes mineures ou autres. Enfin, il y a des youtubeurs où c'est vraiment là par contre il y a vraiment des problèmes, il y a des gros problèmes. Mais c'est souvent des gros youtubeurs en plus, donc bon, je suis pas dans ces sphères-là évidemment. Alors j'ai grandi avec principalement c'est une bonne question. En fait, quand j'ai découvert la littérature et elle m'a un peu sauvé, comme plein d'adolescents, hein, moi j'allais vraiment pas bien du tout. Et la littérature m'a vraiment sauvé. L'écriture, du coup, par la suite. Les premiers auteurs qui m'ont saisi, quoi. Je dirais, il y en a quand même beaucoup, hein, mais ça s'est fait vraiment vers la fin de ma scolarité, un peu avant le bac. Alors je connaissais déjà Stephen King, mais Stephen King c'est un auteur de détente, je sais pas comment dire, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup, mais bon, il m'a pas fait réfléchir sur ma vie, Stephen King. À l'inverse, quand j'ai découvert Kafka, je me souviens quand notre prof nous a fait lire La Métamorphose de Kafka, là ça m'a vraiment ça m'a mis KO. Et il y avait aussi le Horla de Maupassant. Là après j'ai dévoré Maupassant. Ensuite j'ai découvert Le Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde et là un choc inouï. Puis j'ai sombré dans l'œuvre d'Antonin Artaud, donc là beaucoup plus ardu. Antonin Artaud qui m'a d'ailleurs permis d'avoir un 19 sur 20 à l'oral du bac. Et ce qui m'a pas empêché de le rater, pour vous dire à quel point j'étais nul dans les autres matières. Oui, Antonin Artaud, Lautréamont, et puis Lovecraft, Bret Easton Ellis, qui à ce jour est un de mes auteurs préférés. Et les essais de Sioran, lui m'a vraiment limite sauvé la vie. John Fante, que j'adore, j'adore l'œuvre. David Goudis également. Voilà, là j'ai un peu fait le tour. Et Lassner. Les Mémoires de Lassner, c'est un de mes livres favoris de tous les temps. Donc voilà, en gros. Évidemment, il y en a forcément beaucoup d'autres. Alors Michael Jackson, c'est un petit peu à part. C'était vraiment une vidéo que je voulais absolument faire parce que c'est la personnalité, la star qui a le plus impacté ma vie et le plus longtemps. Donc voilà, de l'enfance à sa mort en fait, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui, même si, je sais que des fois ça étonne un petit peu parce que j'ai des goûts très variés, donc quand je parle de certaines choses que j'adore et que j'explique ensuite le rôle qu'a Michael Jackson dans ma vie, les gens sont parfois un peu perplexes. Voilà, j'ai un tatouage, ça va assez loin, mais donc Michael Jackson, c'est vraiment par les pouvoirs presque qu'il a eu sur moi, des pouvoirs magiques en fait, mais comme sur énormément de personnes évidemment.
Donc pour moi c'était assez logique. Après je pensais pas que ça intéresserait autant de monde de m'écouter parler, d'autant que c'était une vidéo très intime, enfin où je donne vraiment mon regard sur Michael. C'est pas une biographie, je veux dire, et où ça dure 3 heures, enfin quelque chose comme ça. Ultimate Warrior c'était un peu plus léger, mais j'étais sûr de faire un four absolu parce que c'est vraiment Ultimate Warrior, c'est un destin à la fois tragique, puisqu'il est mort assez jeune, et en même temps complètement foudroyant et spectaculaire de par le succès qu'il a acquis extrêmement rapidement et l'empreinte qu'il laisse dans le monde du catch américain des années 80, mais en réalité le monde du catch encore aujourd'hui. Enfin, c'est une des légendes avec Hulk Hogan, et n'étant pas fan de catch, étrangement c'était la preuve que en fait on peut être fan d'une personnalité, et moi je suis sensible aux personnalités, donc voilà, ça me faisait plaisir en fait d'en parler de Ultimate Warrior, parce que je savais quand même qu'en Europe et en France encore plus il est totalement inconnu. Voilà, aux États-Unis c'est une légende, mais tout le monde le connaît, il n'y a pas besoin d'être fan de catch pour savoir qui c'est. Il est au-delà de ça, il est connu au-delà de ça. En France, pas du tout, et puis c'est normal. Donc je me disais, ça va parler à personne. Et puis en fait, il y a plein de gens qui ne savaient même pas qui c'était, mais ils ont quand même regardé la vidéo. Et visiblement, ils se sont pas fait chier en plus. Donc ça m'a super surpris. Et ça, c'est les surprises, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui font tellement plaisir, quoi. Et qui me confortent dans le fait que même si j'y perds en évolution d'abonnés, sûrement, en vues, etc., etc., je suis très heureux de ne pas d'avoir refusé de me mettre dans une niche de thèmes dont je ne pourrais pas sortir, hein, du coup. Alors, mon amour de la musique, il est supérieur à mon amour du cinéma. Une fois que j'ai dit ça, j'ai presque tout dit. Le cinéma c'est ma 3e passion, ce qui ne veut pas dire que elle n'est pas extrêmement importante, puisque je vis à travers mes passions. Mais la musique c'est ma première passion. Ensuite il y a vraiment le cinéma et la littérature. Mais la musique c'est ce qui me maintient en vie. Si on me dit, alors c'est un truc, je sais plus qui m'a fait le test l'autre jour. Tu préfères ne plus jamais regarder de film de toute ta vie, quoi, ou ne plus jamais écouter une seule chanson de toute ta vie? Ah bah moi je dis adieu au film immédiatement, parce que sans la musique vraiment je meurs, quoi. Alors ça me fera chier, hein, purée, ça va être dur, mais bon, je me dis je peux peut-être survivre, alors que sans musique c'est pas possible. Donc voilà, la musique, et surtout les musiques, puisque moi j'ai assez vite écouté plein de choses très différentes, et c'est ce qui me remontait le moral dans les moments très 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 durs de mon enfance, les moments difficiles de mon adolescence, choses comme ça. Je fuyais à travers la musique, je m'isolais, je mettais la musique, comme beaucoup de gens, hein, ça n'a rien d'exceptionnel, mais la musique me sauvait totalement, mais totalement, trop importante, vraiment. Et c'est pour ça que ne pas parler de musique du tout sur ma chaîne, c'était pas possible. Enfin, c'était en fait c'était privé la communication en fait d'une facette extrêmement importante de ce que je suis, en fait, tout simplement. Donc ça aurait été dommage pour tout le monde, je pense. Après, pour ce qui est de ma musique, j'ai beaucoup moins à en dire, parce que j'en parle régulièrement dans les interviews ou les choses comme ça. Je reviens d'ailleurs toujours pas d'avoir eu 3 pleines pages d'interviews dans le magazine Best, mais après, pour expliquer très rapidement mes albums, il y en a beaucoup, ça commence à faire, quoi. Et l'univers, bah voilà, c'est une facette un peu plus ironique, un peu plus sombre, ça c'est sûr, mais en même temps c'est dansant, donc c'est pop new wave 80s, c'est la désillusion dansante, je dirais. Voilà, donc il y a un mélange de légèreté et de gravité, quoi. C'est ce qui moi m'attirait dans ce projet quand je l'ai créé, voilà, et où je suis resté d'ailleurs assez concentré sur ce truc là, avec mon complice Will, qui est voilà mon partenaire, partner in crime. Alors non, j'avais pas du tout conscience. La conscience est venue par les remarques. Donc les remarques de gens qui disaient ça change, et je sais ça change. Et après, plus le temps passait, en fait, même moi, plus je faisais de vidéos, de contenu, et plus je voyais que par exemple sur des choses qui sont, que je pouvais comparer, comme par exemple un avis ou une critique sur un film. Oui, c'est sûr que ma façon de faire est un peu différente. Enfin, je le conçois. Après, je trouve bien qu'il y ait justement
toutes ces autres façons de faire. Ouais. Mais oui, en fait, ça m'intéresse pas de prendre une posture, pardon. Et donc, et je pense, c'est pour ça d'ailleurs, j'imagine quoi, qu'il y a des gens à qui, entre guillemets, je ne plais pas. Enfin, mais voilà, c'est pas grave. Mais parce que effectivement, je ne fais rien pour plaire. Par contre, enfin, je ne fais pas de, je suis ce que je suis, quoi. Mais je n'ai pas d'ambition de séduction de qui que ce soit. Donc je pense que ça fait des vacances à pas mal de gens, parce que moi je sais que je fais un peu ce que j'aimerais voir, et je le vois, hein, il y a quelques youtubeurs qui sont comme ça. Alors voilà, enfin je sais pas, il y a une façon d'être très 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 détendue et très sincère, très spontanée. T'as vraiment la sensation d'être avec un ami à une terrasse de café, enfin ou chez lui, enfin à papoter. Et moi ça j'adore. Il y a des gens ils vont pas du tout aimer, ils vont dire mais il y a aucun travail. Mais moi des fois je m'en fous en fait que je me dise le mec, on sent que il y a 40 heures de travail. Parfois c'est pas ça que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir une personnalité, de l'écouter s'exprimer, et c'est ça qui va me faire moi en fait réfléchir à plein de choses, ou juste passer un bon moment. Et voilà. Donc moi les scientifiques cinéphiles, machin, experts avec diplôme, etc., quand bien même ça m'intéresserait, je vais en suivre 2-3, mais j'en veux pas 40. Enfin je veux pas qu'ils soient tous comme ça. Donc voilà, donc moi c'est pour ça qu'à un moment je me suis dit je suis pas cinéphile, et c'est très bien en fait. Parce que on manque de gens qui ne sont pas cinéphiles, mais qui sont spectateurs, par exemple, et qui ont le droit de parler aussi, en fait. Donc voilà. Alors, les années 80, c'est drôle parce que donc je les ai pleinement vécues, parce que j'étais un enfant des années 70, puis un adolescent des années 80, et j'avais évidemment aucune conscience que plus tard je me dirais mais quelle chance j'ai eu, etc. Parce que je pensais que ce serait de mieux en mieux. Voilà, quelle naïveté, c'est mignon. Et bon, ça n'a pas du tout été le cas. Mais les années 80, ce n'est pas la nostalgie, je le précise souvent, après ceux qui me connaissent, ils l'ont compris. Mais moi, c'est juste ma sensibilité qui va vers cette période-là, et comme tu le dis, c'est pas limité au cinéma, et comme tu le dis, ce n'est pas forcément limité à la culture au sens cinéma, musique, etc., mais c'est aussi lié au design, à l'esthétisme de tout, mais aussi à un état d'esprit qui régnait à cette époque. C'est tout il y a une bulle, il s'est passé un truc à cette époque, et j'en aime presque tout. Donc voilà, et j'y suis bien en fait. Enfin c'est vraiment. Hein. Et c'est drôle parce que quand j'étais en agence de pub, puisque j'ai été créatif en agence de pub pendant longtemps, j'avais un DA qui était passionné par les années 70, qu'il n'avait pas réellement vécu. Enfin, il les avait vécus, mais tout petit enfant. Donc, on peut pas dire qu'il avait vraiment une nostalgie de vie d'adulte. Et donc, chez lui, tout était années 70. La déco, enfin, il roulait en DS, enfin, la vieille Citroën et tout. Et même lui, enfin, il avait que des costumes orange, marron. Enfin, c'était très très problématique des fois pour les réunions, mais c'était super drôle en même temps. Et j'étais un peu perplexe je trouvais ça génial, mais je me disais c'est un peu loufoque quoi. Et mais il m'avait expliqué à quel point il aimait tout, le design des lampes des années 70, des tables, les chaises, mais tout, enfin tout, les papiers peints, c'est sans limite en fait, les téléphones. Et moi je me suis rendu compte un peu plus tard en fait que j'étais comme lui, enfin comme lui, pas non plus à ce point-là, mais que j'étais un peu comme lui quand même, mais avec les années 80. Et que une fois de plus, la nostalgie n'avait rien à faire là-dedans. C'est une question de sensibilité. J'en ai eu la preuve ultime en fait ces dernières années d'ailleurs, puisque même par ma chaîne YouTube, mais même par ma musique en fait, puisque ma musique est très connotée années 80. J'ai eu des abonnés ou des fans de Syndrome qui venaient me parler et qui avaient pour certains entre 15 et 25 ans. Donc inutile de dire qu'ils risquent pas d'être nostalgiques des années 80 vu qu'ils étaient même pas nés. Et par contre, ils sont passionnés. Enfin, ils ont une espèce de soif de cette période en fait. Et voilà. Et là par contre, je comprends complètement puisque en fait, on a juste ce même amour de ces années-là, mais de ces années-là parce que le cinéma était d'une certaine façon et la musique aussi, etc., etc. Le cinéma d'aujourd'hui, franchement, je trouve que ça va, quoi. Enfin, je regrette un peu la domination écrasante des films de super-héros. Voilà, c'est vraiment le phénomène où ça me casse un peu les burnes. Mais je perçois un début d'essoufflement. Enfin, je ne sais pas. En fait, on verra. Hein. Peut-être que je me gourre complètement. Hein.
Mais c'est pas très grave, hein, voilà. Mais ça, je regrette un peu, par exemple, parce que je viens de parler des années 80, c'est que dans les années 80, finalement, on avait, t'avais Scarface, t'avais Gremlins, t'avais E.T., mais t'avais aussi Les Dents de la Mer, t'avais, en fait, que ce soit pour les adultes ou pour tout le monde, j'ai envie de dire, et les adultes dont l'enfant est encore en eux, les blockbusters, en fait, vraiment les scores les plus importants au cinéma étaient faits par des films qui étaient donc assez variés, en fait. Et aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. C'est des films de super-héros contre des films de super-héros contre d'autres films de super-héros. Et voilà. Donc ça me fait chier parce que la diversité, la surprise, il y en a plus vraiment, quoi. C'est juste Marvel et DC qui se tirent la bourre. Je trouve ça un peu triste. Pas pour moi, hein, mais pour le cinéma en règle générale. Il y a trop de déséquilibre, quoi. Et je suis aussi un peu inquiet quand je vois les échecs terribles de certains trucs. Enfin, le Spielberg, la Fabelmans qui se ramasse, le Guillermo del Toro, Nightmare Alley. Enfin, je trouve ça. J'avoue que ça me fait un peu froid dans le dos pour l'avenir, mais bon. À côté de ça, il y a quand même encore beaucoup de petits films qui se font. Chaque année, il y a quand même de très belles surprises. En tout cas, moi, je trouve chaque année, je trouve quand même quelques films qui m'ont retourné la tête, que j'ai pas vu venir. Donc, je dirais pas que c'est tout noir et tout blanc ou machin, mais oui, ce n'est plus. Par contre, l'âge d'or. Enfin, pour moi, l'âge d'or, il est passé, quoi. Ça, c'est très très clair. D'un point de vue qualité, créativité, etc., parce que dans les années 80, réellement, ça dégueulait de films majeurs, en fait, pour moi. Mais bon, pas que pour moi, visiblement, hein, quand on voit l'impact qu'ils ont gardé de nos jours. Voilà, parce que je parlais tout à l'heure de trucs, mais enfin, même le côté fédérateur, c'est Retour de l'âge perdu, Retour vers le futur, des trucs comme ça, et même d'autres, mais vraiment, ça rassemblait tout le monde, quoi. Ah, c'est une bonne question. Ah, je sais pas trop parce que comme j'ai eu la chance et la malchance parfois de rencontrer certaines de mes idoles de jeunesse, tout ça, je sais que c'est pas toujours souhaitable de se retrouver autour d'un verre avec une personne qu'on admire énormément. Après, je suis quand même obligé de dire que si l'opportunité se présentait de passer un moment tranquille autour d'un verre avec une personnalité du 7e art, je choisirais sans grande surprise pour ceux qui me connaissent Stallone. Alors pas uniquement parce que je l'ai idolâtré toute mon enfance, voilà, mais et puis parce que je l'adore, je l'adore ce type. Mais parce que je trouve qu'il vieillit bien, humainement. Il me fait beaucoup rire et enfin je trouve que c'est un mec qui vieillit bien. Donc je pense que ça peut être assez sympa de passer un moment avec lui autour d'un verre, voilà, sans aucune attente exagérée, quoi, que celle-ci. J'ai par exemple énormément d'admiration pour Tom Cruise, mais je suis pas certain que je ressortirais émerveillé de juste un échange comme ça pour plein de raisons. C'est aussi le caractère et tout, quoi. Donc voilà. Mais je dirais Sly. Après, la plupart des gens que j'admire énormément dans le 7e art, je n'ai pas de fantasme. Je ne rêve pas de les rencontrer, en fait. Tout simplement, en fait. Parce que je ne saurais même pas vraiment quoi leur demander. C'est plutôt, pour l'avoir déjà vécu, il y a le moment, en fait, où tu es face à la personne et en fait tu te retrouves juste comme un con à dire merci pour ce que vous avez fait. Enfin, mais tu es donc un milliardième, voilà, à le faire. Et c'est très bien, j'imagine que ça fait toujours quand même plaisir, mais bon, voilà. Alors qu'il y en a où finalement tu te sentirais plus à l'aise pour parler d'autres choses, de choses comme ça, et c'est là que ça peut être assez sympa. Après il y a des personnalités qui s'y prêtent à ce genre de trucs. Par exemple, j'adore Kiss, puis dans le 7e art, mais Gene Simmons, pour avoir beaucoup vu d'interactions avec les fans et des choses comme ça, c'est un mec qui est très cool et qui voilà, qui peut. C'est une personnalité avec laquelle on peut parler de plein de choses très vite, je pense. Il désamorce très vite le côté impressionnant, etc. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Alors mon genre de film favori, et ça peut sembler un peu paradoxal parce que si je citais mes films préférés au monde, il y en aurait très peu de cette catégorie.
mais c'est le cinéma d'horreur. Le cinéma d'horreur, parce que en fait, cette sensation me fascine complètement. La peur, donc. Mais la peur en toute sécurité, on pourrait dire. Mais j'aime beaucoup aller titiller ce moment de fragilité, cet équilibre en fait, où on a ce malaise, mais qui est voulu, qui est provoqué. D'aucuns diraient que c'est du masochisme, hein, mais il y a un truc cathartique aussi. Enfin bon, c'est très intéressant. Enfin, il y a plein de trucs à dire sur l'amour du cinéma d'horreur et le moment où ça bascule, par exemple, la différence entre un film comme Le Loup-garou de Londres que je peux aimer d'amour et regarder 1000 fois, et un film comme le premier Ju-On qui va me mettre vraiment très mal, mais réellement, c'est-à-dire que je vais regretter de l'avoir vu, et c'est intéressant. C'est un peu le syndrome du grand 8. Je veux faire le grand 8, mais tu vas avoir peur, ouais, mais ça va être génial et tout machin. Et alors il y a les grands 8 où tu passes juste un bon moment à crier les bras en l'air, et il y a des grands 8 qui vont te terrifier et où tu vas juste regretter d'être monté. Je trouve ça super intéressant. Donc c'est le cinéma d'horreur, mais ce n'est pas, par exemple là, si je cite mes films favoris, il y en a qui sont derrière, ça va pas être forcément beaucoup de films d'horreur. C'est même sûr que non. Alors ça c'est vraiment une question très difficile pour quelqu'un qui dévore des films non-stop depuis son enfance quasiment. Parce que par contre oui, cinéphage, je le suis sans doute au dernier degré. Un des films qui m'a le plus ému, pour vraiment me focaliser là-dessus, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit, Living Las Vegas avec Elizabeth Shue et Nicolas Cage. Film magnifique, mais alors c'est très très dur. Et je l'ai revu d'ailleurs il y a un an, quelque chose comme ça, et ça m'a à nouveau mis mal. J'ai beaucoup aimé, alors qu'en plus je suis pas fan du tout du réal à la base, mais j'ai beaucoup aimé The Wrestler avec Mickey Rourke, et je dois dire que ça m'a beaucoup ému. Je me semblais obligé de parler de Mask, mais alors pas le film avec Jim Carrey, mais le film avec Cher, qui est sublime et qui m'avait retourné les tripes quand je l'avais découvert à l'époque. Ça c'est vraiment pour les films qui m'ont ému. Alors ça peut surprendre un peu, mais ceux qui ont vu ma vidéo sur le film comprendront immédiatement pourquoi je dis ça. Mais un des films qui m'a le plus marqué et ému de toute ma vie, c'est Rambo. Donc le premier Rambo. Voilà, c'est un film qui m'a détruit. Enfin, la première fois. Enfin, ça m'a détruit et en même temps pris par les sentiments, les sensations. Enfin, vraiment tout ce qu'on peut souhaiter pouvoir provoquer chez un individu par le cinéma. Rambo l'a fait sur moi, et de manière totalement inattendue, puisque je l'avais loué enfant et je pensais que c'était juste un film de bourrin, quoi. J'avais pas compris du tout que c'était un drame sombre, terrible, enfin vraiment sur la solitude, l'incompréhension, le fatalisme, l'acharnement enfin c'est terrible. Et alors cette fin, enfin moi vraiment à la fin j'étais, je crois que la première fois que je l'ai vu j'ai pleuré, enfin quasiment quoi. Après j'étais vraiment très très jeune, mais donc voilà, un des films qui m'a le plus ému, c'est Rambo. Et dès le début d'ailleurs, dès quand il va voir la mère de son pote avec sa photo, enfin bref, un chef-d'œuvre. Le film qui m'a le plus horrifié, c'est une super question. Je pense que il y en a quelques-uns quand même. Il doit y en avoir 4-5 où vraiment ils m'ont mis très mal. Je pense que les deux premiers Ju-On là, de Curse, je crois que ça s'appelle le volet 1 et volet 2 là. Ça m'a putain, rien qu'à repenser. Mais c'est parce que ça puisse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est les peurs, c'est comme l'humour. Donc en fait, aucune comédie ne fera rire le monde entier, et aucun film d'horreur ne fera peur au monde entier. C'est une question de proportion. Il y a des comédies qui vont cartonner de ouf, et idem pour les films d'horreur. Mais c'est impossible que tout le monde ait les mêmes peurs, et de la même façon que c'est impossible que tout le monde ait le même sens de l'humour, quoi. Donc là, en fait, c'est aussi que cet univers de Ju-On, je parle des films vraiment japonais, hein, évidemment, ça appuie sur des peurs que j'ai, et des peurs en appartement, le côté aussi, ça s'appuie sur les trucs que je gère pas du tout. Après, il y en a d'autres, hein, mais voilà, celui-là je pourrais vraiment le citer parce que c'est un de ceux qui m'a le plus mis mal. Après, il y en a, mais c'est des films un peu plus petits, enfin donc moins connus.
Alors, acteur, je dirais... j'en ai plein qui me viennent à l'esprit, parce qu'il y a plein d'acteurs que j'adore. Mais je pense à Pacino tout d'un coup, mais Tom Cruise évidemment. C'est pas forcément une question de carrière d'acteur, parce qu'en carrière d'acteur, je pense que je citerai Tom Cruise, même si je lui en veux beaucoup de perdre plein d'années à faire des cascades plus que des grands rôles. J'ai revu Collateral il y a pas longtemps. Voilà, c'est Tom Cruise là, mais bon. Mais ouais, Tom Cruise peut-être. Mais alors je mettrais quasiment ex aequo avec Stallone, parce que Stallone, et c'est pas une question de carrière exemplaire évidemment, loin de là. Mais c'est parce que, comment dire, ce que le cinéma m'a apporté de sensations extrêmement fortes et durables, vraiment marquées à vie, quoi. Et ben, une immense partie, je le dois à Stallone, en fait, à travers Rocky, enfin la saga Rocky, et le premier Rambo. Voilà, enfin, je lui dois trop, en fait, je lui dois trop de trucs, quoi. Alors, actrice, je n'ai pas d'actrice que j'adore, comme certains acteurs. Il y a énormément d'actrices que j'aime beaucoup, mais voilà, je pense à Sigourney Weaver, mais à Jodie Foster aussi, Nicole Kidman à une certaine époque, Naomi Watts, et Cher, dont je parlais tout à l'heure, qui a fait des choses extraordinaires au cinéma. Mais j'ai pas d'actrice fétiche. Voilà. En réalisateur, ce serait sûrement Spielberg ou Brian De Palma ou John Carpenter. Je refuse de dissocier les trois. C'est très personnel, hein, c'est vraiment, mais j'ai beaucoup, parce que je pense à Scorsese, enfin tout ça, mais peut-être Brian De Palma, mais ça dépend des jours. Il y a des jours où je vais dire Carpenter, il y a des jours où je vais dire Spielberg. Enfin, Spielberg, je le passe quand même au-dessus de Carpenter quand même, mais De Palma a joué un rôle extrêmement important dans mon amour du cinéma. Donc voilà. Film, s'il ne devait rester qu'un film, c'est impossible. C'est des questions, c'est ignoble ça. C'est ignoble. C'est pas très beau ce que vous faites. Je sais pas. Non, je refuse de le faire. Et bio-compositeur, ça va être un peu plus simple parce que je suis pas un fanat de compositeur. Il y a des musiques de films que je trouve extraordinaires, mais dans le cadre du film, du visionnage du film. Je sais plus avec quel ami je discutais l'autre jour et où j'expliquais que contrairement à lui, moi je vais pas me lever, me mettre la bande originale du premier Superman avec Christopher Reeve juste dans le salon comme ça. Moi, je vais adorer ça, mais si je regarde le film. Idem pour les musiques de Star Wars, de trucs comme ça, ou même les trucs de Danny Elfman. Enfin, j'ai quelques BO, j'ai celle de Edouard Main d'Argent, je sais, mais c'est pas des disques que je vais en réalité écouter entre guillemets dans la vraie vie, c'est-à-dire dans un contexte différent du visionnage de l'œuvre à laquelle ces musiques sont associées. La seule exception, car il y en a une, c'est Philip Glass. Alors, Philip Glass n'est pas uniquement un compositeur de musique de film. Il a composé des opéras, Akhenaton notamment, c'est un chef-d'œuvre incroyable que, enfin, je me suis toujours pas relevé, quoi. Et puis il a fait aussi des albums tout court, enfin. Mais les bandes originales de films de Philip Glass, oui, ça, je les écoutais des milliers de fois en fait. Voilà, sans regarder les œuvres auxquelles elles étaient associées, notamment la BO de Mishima, de Kundun, mais aussi de Candyman. Enfin, il y a Anima Mundi, qui est un documentaire animalier dont il a fait la bande son, qui est un chef-d'œuvre, quoi. Ouais, Philip Glass, de très loin, je pense. Que dire, félicitations si vous êtes en vie. Alors un grand merci à Alex de s'être prêté au jeu et d'avoir répondu à toutes mes questions avec une grande sincérité. Si vous appréciez ce format, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la caverne du ciné. Allez, bye!